La Compagnie des Glaces, tome 2, chapitre 13. Malgré l'habileté de Sorghi, le pilote, ils ne purent éviter le grand embouteillage du réseau du cercle. Bien que sur les voies descendantes, ils se retrouvaient dans une circulation telle que les convois, les grands comme les petits, se suivaient à vue. Ils remarquèrent cependant l'absence d'unité de combat. Et puis, à la faveur d'une remontée spectaculaire, des trains grâce à une voie réservée aux prioritaires légers, ils se découvrirent la vérité. Ils évacuaient les villes les plus exposées côté panaméricain. C'est pas possible, murmura Lien. On ne va pas entreprendre une autre guerre, ouvrir un autre front. Les maisons mobiles étaient parfaitement reconnaissables à leurs étages, à leurs apparences extérieures. La compagnie avait beau exiger une mobilité totale, demander que l'on soit prêt à évacuer une zone en quelques heures. Les habitants transformaient rapidement leur logement, leur donnaient l'apparence de maisons en dur solidement implantées. Il y avait des quartiers à briques apparentes, d'autres à colombages, alors que certaines villes préféraient le faux bois ou le béton brut. Et lorsque la compagnie exigeait une évacuation, lorsqu'il fallait envoyer sur les rails des quartiers entiers, le spectacle était extraordinaire et désolant à la fois. Lien ne pouvait s'y habituer. Ces maisons détachées d'un quartier, d'une rue, présentaient des blessures émouvantes. Il avait fallu les séparer à la hâte, les calfeutrer. De plus, la circulation en plein air dans une température oscillant entre -20 et -50 nécessitait un chauffage intensif, mais l'exode exigeait trop d'énergie, et les malheureux déportés grelottaient dans leur demeure. On pouvait voir leur silhouette vague à travers les vitres recouvertes de plusieurs pouces de givre. Certains pouvaient encore communiquer avec leurs proches voisins, grâce à des corridors communs, continuer à se rendre dans des boutiques d'alimentation. C'étaient des privilégiés, car la majorité ne pouvait que rester cloîtrée chez elle et se geler, à attendre les arrêts pour la distribution de rations. Tous savaient qu'ils ne retrouveraient pas avant longtemps les conditions de vie supportables. Certaines villes sous dôme pouvaient accueillir un quartier ou deux, quelques maisons, mais il restait toujours des îlots que l'on ne parvenait pas à caser. Il fallait les abandonner sur des voies de garage à l'extérieur des dômes, condamner les gens à une vie effroyable et à une mort lente pour les moins résistants, les vieux, les enfants, les malades. On ne construisait presque plus de dômes, d'ailleurs, mais de nouveaux wagons isothermiques, très rationalisés, si bien que de nouveau les villes apparaissaient çà et là, avec une population tout à fait différente. Les gens ne sortaient plus de chez eux qu'équipés de combinaisons spéciales. Certes, ils pouvaient échanger des conversations, c'était prévu, mais il leur était impossible de manger ensemble, de boire ensemble, en dehors des voitures-bars, des voitures-restaurants, où la surveillance de la compagnie était stricte. Ainsi, peu à peu, les libertés se ratatinaient comme se ratatinaient les épidermes sous la morsure du grand froid. « Vous préférez cette débâcle à la vie des hommes roux ?» demanda Lien à Beryl et au pilote. « Vous croyez être à l'abri de cette migration de population ? Mais qui vous dit qu'un jour, soit que les ennemis fassent une percée, soit que l'idée en prenne à la compagnie, vous ne serez pas forcés de quitter Substation ou River Station et de vivre de la sorte comme des errants ?» Aucun d'eux ne répondit. Peut-être avaient-ils eu aussi éprouvé une sorte de nostalgie ou de regret lorsqu'ils avaient vu disparaître vers l'horizon la caravane des hommes roux. Ils devaient garder l'image de cette colonne d'hommes libres, nus dans le froid, de cette aurore boréale qui déroulait ses fastes colorés. Les seules couleurs désormais de ce monde monochrome et de ce monde gris sale et organisé, comme une ancienne termitière. Tout ce que Sorghi put faire, ce fut d'éviter Botany Station et son encombrement, et de passer à peu près inaperçu des agents de la sécurité. Certes, il devait être recherché, mais il y avait d'autres lococars, certains encore plus luxueux, et par précaution, il avait fait disparaître la marque du gouverneur. D'ailleurs, le véhicule était comme tant d'autres recouvert d'une pellicule de glace qui l'uniformisait. Il suffisait de libérer de la vapeur dans les arrêts pour que celle-ci remonte le long des flancs et se fige. Ils se relayèrent à la conduite de l'engin, sauf Beryl, qui n'avait jamais rien conduit de sa vie. Il dormait, mangeait, patientait dans les embouteillages, contournait Grand Star Station, puis filait vers le sud pour tenter d'atteindre Iron Station, une vieille cité minière. On avait retrouvé d'anciennes mines après avoir percé 400 mètres sous la glace, des installations fantastiques qui remontaient à un quart de siècle. Les puits dans la glace avaient été protégés par une couronne d'acier pour éviter les éboulements.
On avait installé une centrale thermique basée sur le principe de Claude, sur les différences des températures. Mais les habitants cultivaient des champignons dans les anciennes mines de fer, raclaient un peu de minerai qui faisait fondre dans de mini hauts fourneaux pour fabriquer quelques ustensiles de ménage. Ils décidèrent de suivre une sorte de spirale pour atteindre la cité et désorienter leurs éventuels poursuivants. Alors qu'ils roulaient à petite allure sur une voie secondaire, 6 voies baptisées Stockholm 4 par le manuel des instructions ferroviaires, et que Sorgi voulut l'abandonner pour un réseau encore plus réduit. 2 voies seulement, l'aiguillage refusa de fonctionner. Il essaya à plusieurs reprises, mais ne put obtenir de résultat. Lien descendit sur la voie. L'aiguillage ne pouvait être manipulé à la main. Allons un peu plus loin. Il y a une autre voie qui nous permettra de rattraper la précédente, mais ils se heurtèrent à la même résistance des servomécanismes. Les relais ont reçu une programmation rigide. Il faudrait avoir un autre code, expliqua Sorgi. La sécurité? Certainement. Nous ne pouvons retourner sur nos pas. Nous sommes obligés de rouler. Derrière nous, il y a un autre convoi et notre système anti-collision se suppléerait à nous et si nous tentions de nous arrêter. Il faut continuer et respecter une vitesse minimum. Il y a une petite station dans 20 km, juste une halte non habitée avec une voie de garage. Nous pourrions essayer de nous arrêter pour faire le point. Mais Sorgi n'eut pas à télécommander le relais de l'aiguillage. Celui-ci était déjà sollicité et ils se retrouvèrent sur la voie de garage sans l'avoir voulu. Cette fois, c'est la NAS, constata Arlmern avec résignation. La sécurité a bien choisi l'endroit pour nous isoler et s'emparer de nous. Le convoi qui nous suivait arrive, dit Sorgi, l'œil toujours fixé sur son tableau de bord. Il va même apparaître sur mon écran rétroviseur. Ce fut une attente de quelques secondes, puis ils poussèrent un cri de surprise, sauf Beryl, qui précisa d'une voix surexcitée. « C'est elle, la locomotive, le monstre, le mastodonte. Kurt a tenu parole. » Lien regardait de tous ses yeux. Sur l'écran, il y avait la machine fabuleuse, noire, brillante, faite d'un acier spécial, très certainement, avec un avant qui rappelait vaguement un crâne humain. La chaudière, doublement gonflée, pouvait figurer les orbites, et dessous, la herse anticongère formait des sortes de dents qui avançaient à l'oblique. Des tuyaux de cuivre et des lanternes judicieusement placées pouvaient accroître cette illusion. « C'est Old Nick, dit-il, la gorge serrée. Souvenez-vous, le pavillon noir des pirates dans ces vieux films que l'on nous montre de temps en temps. » « Oui, dit Beryl, je n'avais pas établi le rapport. Il faut dire que je ne l'avais jamais vue de face. Mais de profil, elle est encore plus monstrueuse, vous verrez. Elle doit atteindre 20, peut-être 25 mètres de haut. À l'intérieur, c'est tout un monde, un château sinistre et confortable à la fois. Il y a des cabines, des salles, des soutes et des geôles, des coursives sans fin, des escaliers vertigineux et des ascenseurs. Le colosse ralentissait et venait se ranger à côté du petit lococar, une masse sombre d'acier noir, de cuivre luisant, et sans l'étanchéité du loco, ils auraient pu respirer une odeur de soufre venant du charbon brûlé, celle du métal surchauffé. Mais les micros captaient son souffle puissant qui devenait un halètement de bête fantastique alors qu'elle s'immobilisait. Il y eut un temps mort, un silence, comme si la terre cessait de tourner, comme si la vie elle-même suspendait son cours. Un instant, à la fois terrifiant et privilégié, Lien pensa que jamais plus il ne vivrait le même. Comme pour la caravane des hommes roux, il sentit son cœur se serrer en sachant qu'il ne monterait pas à bord de cette machine extraordinaire, qu'il ne s'enfuirait pas loin de ce monde modelé par la compagnie, avec ses pirates eux aussi, des hommes de la liberté. « Nous envoyons un tunnel de passage, dit une voix dans leur radio. Le tunnel se présenta au sortir d'une trappe et vint s'accrocher à leur sas selon les normes en vigueur. À nouveau, il eut quelques secondes d'attente avant le seul bruit de la respiration puissante de la machine, et celle plus impatiente et moins impressionnante de Beryl. Étourdis, éberlués, les actionnaires de la compagnie apparurent au bout du tunnel et marchèrent vers le lococar. Sorgi alla ouvrir les portes des cabines arrière, car ils ne tiendraient pas tous dans le poste de pilotage. Les actionnaires semblaient disposés à prendre leur revanche après des jours d'angoisse et de traitements humiliants. Ils gémissaient, parlaient tous à la fois, faisaient des demandes incongrues et impossibles à satisfaire. L'un réclamait du champagne, l'autre un masseur pour ses muscles atrophiés. Une femme exigeait que la présence de la locomotive soit signalée afin de sécurité attaque. « Mais Floa Sadon, hurla Beryl, où est-elle ?»« Oh, elle ne veut pas venir. Elle a pactisé avec ce bandit. »« Non, fit Beryl, c'est impossible. » Et puis apparurent 2 pirates en combinaison noire et cagoule malgré la température clémente du tunnel. Ils portaient la jeune femme qui se débattait avec force et hurlait.
Les deux inconnus la poussèrent dans le sas, et aussitôt le tunnel se retira avant même qu'il ne soit revenu dans le ventre de la machine. « Non, cria Floa, je ne veux pas, je veux revenir là-bas. » La trappe se refermait. Lien regarda vers le haut, vers la coupole, aux vitres fumées, mais ne vit rien. Il distingua les traces des sabords, une fumée noire sortit par l'une des cheminées, puis quelques jets de vapeur. Et la locomotive s'éloigna lentement, puis elle accéléra et disparut. « Ce sont eux qui nous avaient orientés ici, dit Sorghi. » Floa se débattait désormais entre les bras de Beryl, qui essayait de la calmer. Et soudain, elle le griffa cruellement. Il poussa un cri, plus de désespoir que de douleur, puis la lâcha. Lien, en voyant son visage strié des traces sanglantes, s'approcha de Floa, lui prit les poignets juste comme elle levait ses mains sur lui, et l'entraîna vers la petite cabine où il l'enferma à clé. « Il faut comprendre, » excusa Beryl, sans penser à essuyer le sang qui coulait sur son visage. « Comprendre ? Elle a visé vos yeux, vous pourriez être aveugle en ce moment, dit Lien. »« Elle n'est pas responsable, » répéta Beryl. « Je vais aller lui préparer du thé. »« Il y a le comte, » déclara Sorghi. « Notre mission est terminée. C'est bien votre avis ?»« Oui, dit Lien, mais le gouverneur doit tenir ses promesses. »« Pour ma part, je ne regrette pas le voyage, » dit l'ethnologue. « Cette cuillère en bois est un véritable trésor, et le souvenir de cette caravane d'hommes roux me hantera longtemps. » « À propos du gouverneur, dit Sorghi, je suis chargé par lui de vous remettre quelque chose. Je ne devais le faire qu'une fois sa fille en sécurité. Bien sûr, il nous reste à rejoindre River Station. Et ce n'est pas encore gagné. Mais je ne crois pas le trahir en vous donnant cette enveloppe. » Il ouvrit un coffret secret et en tira l'enveloppe en question. « Pour éviter les ennuis avec la sécurité, dit Lien, en la prenant, il faut lancer des messages annonçant que tous les otages sont sains et saufs, et qu'ils seront à River Station dans moins de 3 heures. Insistez sur ce délai. » Il est juste, remarqua Sorghi. Il suffit d'un embouteillage dans certains secteurs pour que nous les dépassions. Justement, la compagnie mettra tout en œuvre pour qu'il soit respecté et éviter que les familles ne se mobilisent. Il décacheta l'enveloppe et parcourut d'abord la lettre qui lui écrivait le père de Floa. Lui, puis regarda le reste. Arlmern, qui le surveillait, comprit qu'il détenait un document exceptionnel. « Vous avez l'air très satisfait, murmura-t-il. » Oui, dit Lien, le gouverneur m'envoie ce document qui me permettra de retrouver l'ancien centre d'expérimentation et de recherche de Hunfung. Arlmern ne put réprimer un tressaillement. Toute sa vie consacrée aux hommes roux n'avait été qu'une longue suite d'échecs, d'espoirs, de demi-certitudes et d'hypothèses. En quelques mois, le destin, enfin, lui était plus favorable. On retrouvait le livre le plus important d'Hunfung, La Voie oblique, du moins celui où il vulgarisait ses découvertes. Il avait eu l'occasion de rencontrer des roux organisés en tribus nomades et non plus en hordes sauvages. Maintenant, il était question de ce centre ancien où le généticien avait imaginé les hommes insensibles au froid, du moins à la nouvelle température rigoureuse de la Terre. Et voilà que c'était ce garçon, ce Lien Rai, qui détenait le secret de la situation géographique. Il y avait là une injustice intolérable qui le faisait trembler de tout son corps. « Qu'est-ce qu'il a ?» s'étonna Sorghi, qui mettait le lococar en marche, profitant d'un creux entre deux convois annoncés. « Je comprends que ce que vous éprouvez, dit Lien, mais pour atteindre ce laboratoire, il faut un entraînement physique que vous n'avez plus. De plus, il doit être enfoui sous les glaces, et depuis 100 tant la couche peut avoir atteint des dizaines de mètres. N'oubliez pas que, pour cette recherche, je suis tout à fait apte. »« Je ne suis pas si vieux, gémit Arlmern. Je veux vous accompagner. Non, je reviendrai vous chercher. D'après ce que me dit le gouverneur, c'est en pleine solitude. Il faudra aller à pied, dans une région désolée et de mauvaise réputation. » La compagnie a essayé d'y installer un réseau, une simple voie, mais chaque fois elle a été mystérieusement détruite. On a retrouvé les rails tordus comme par une main de géant. Les draisines de reconnaissance ne sont jamais revenues, pas plus qu'un aviso. Il y a eu une expédition à pied, chose exceptionnelle de la part de la compagnie qui dispose de poseurs de rails automatiques très perfectionnés. Les expéditions ont également disparu sans laisser de traces. À deux, nous pourrions, je vais essayer seul. Mais ce document, il sera perdu si jamais non. Le gouverneur ne m'a envoyé qu'une photocopie. Je n'aurai jamais les moyens de pression assez irrésistibles pour le convaincre, plaida Arlmern, de plus en plus malheureux. Dès que je serai au point extrême de la civilisation, je veux dire que lorsque je devrai abandonner les réseaux de la compagnie, m'écarter des rails, je vous enverrai un double de ce document. Je vous le promets, j'ai besoin que vous restiez en arrière. Il y a Skoll. Il entraîna Mern à l'écart. Sorghi était un fidèle du gouverneur, mais pas forcément un dissident envers la compagnie.
Il faut le faire évader, chuchota-t-il, avant que ses poils ne repoussent et ne le trahissent. Ils sont capables de le tuer, alors qu'il représente une chance unique. Pour un scientifique comme vous, Skoll doit avoir une importance capitale. Mais comment ferais-je? Il y a les groupes de dissidents, vous trouverez une solution. Beryl passa avec du thé et des gâteaux, alla ouvrir la cabine où était enfermée Floa. Ils l'entendirent parler avec douceur et échangèrent un sourire indulgent. L'instituteur avait-il réussi à calmer cette tigresse humaine? Vous avez besoin d'argent pour vous équiper. Il ne faut pas revenir à River Station. Tout est prévu, dit Lien. Le gouverneur m'a donné ses instructions. Je crois que lui aussi attend avec impatience des nouvelles de ce laboratoire et de cette région qui forme une verrue entre sa province et la voisine. Beryl sortit de la cabine de Floa comme assommé. Il paraissait ivre et le regardait comme un fou. Elle m'a dit qu'elle aimait Kurt, parce qu'il descendait des hommes roux. Elle a forniqué bestialement avec lui.